Notre situation est pire que celle des prisonniers. Au moins les prisonniers, on les nourrit 2 ou 3 fois par jour. Nous, il faut que nous nous battions pour notre nourriture. Dans le port de Burgas, en Bulgarie, les kilomètres de quais sont le plus souvent déserts. Peu de bateaux s'arrêtent ici. Il n'y a rien à charger, rien à décharger non plus. La Bulgarie patauge dans la crise. Là, au bout de ce quai, se déroule dans l'indifférence générale un vrai drame humain. Ce bateau a été abandonné à Burgas par son armateur en septembre 1999. Il s'appelle l'Olgaji. À son bord, un équipage de 9 marins ghanéens livrés à eux-mêmes tente de survivre. Ils sont coincés ici, contraints à mendier pour se nourrir, sans un centime pour rentrer chez eux. Ils n'ont pas été payés depuis 3 ans. Le propriétaire du bateau, un armateur chypriote, a disparu. Nous n'avons pas d'argent, ni pour acheter du poisson, ni pour acheter de la viande. Alors pour nous, l'unique façon de se procurer à manger, c'est de monter une ligne et de descendre pêcher des tout petits poissons. Des fois ça marche, d'autres fois non. Voilà comment nous survivons ici. Nous ne nous sommes jamais méfiés. On devait conduire le bateau ici pour le mettre en cale sèche, puis rentrer chez nous. Nous n'avons jamais eu le moindre soupçon. L'armateur était très cordial avec nous. Il nous payait même un verre à tous de temps en temps. On partageait des choses comme ça. On ne se méfiait pas de lui. Mais lui, il avait déjà en tête de nous jeter ici, de nous abandonner. Le propriétaire s'appelle John Christodoulou. Il était ici avec sa petite amie. Et le nom de cette petite amie, c'est Olga. Je trie le riz pour en retirer les saletés. Il est dégoûtant. Ce riz nous a été donné il y a quelques mois par un bateau qui est venu au port. Ils savaient à bord qu'il était très sale, mais ils nous l'ont donné quand même. Et nous ne l'avons pas refusé. Nous n'avons pas le choix. Sinon, nous, qu'est-ce qu'on aurait à manger? Ça, c'est une soupe faite avec les tout petits poissons pêchés hier. On a rajouté des tomates et on le mangera avec le riz. Nous ne cuisinons que le week-end. Enfin, pas tous les week-ends. Seulement quand on a du riz ou quelque chose à préparer. En tout cas, ce n'est pas tous les jours. Notre situation est pire que celle des prisonniers. Au moins les prisonniers, on les nourrit 2 ou 3 fois par jour. Nous, il faut que nous nous battions pour notre nourriture. On n'a pas de chance. On n'a attrapé que ces 5 tout petits poissons. Ils sont vraiment minuscules. On va faire avec. Voilà comment nous vivons à bord depuis déjà si longtemps, depuis que le bateau a été abandonné par l'armateur. Nous sommes dans une très mauvaise situation. Pour cuisiner, nous devons pêcher et mendier un peu de riz. C'est terrible. Nous espérons que le monde va enfin se préoccuper de ces abandons de bateaux, parce que c'est une situation horrible pour les marins. Bien sûr, nous n'avons aucun suivi médical.
J'espère que les organisations internationales vont enfin un jour se mobiliser et que cette menace disparaîtra de l'univers des marins. Il n'y a pas d'eau courante dans le bateau. Nous devons aller très loin, à près d'1 kilomètre, pour en chercher. C'est pourquoi nous utilisons de l'eau de mer pour faire la vaisselle. L'endroit où nous puisons de l'eau n'est pas propre. Les Bulgares, eux, ne la boivent pas. Nous devons nous en contenter. Chaque année, plus d'une centaine d'équipages sont ainsi abandonnés dans les ports du monde entier. Avec les naufrages et les marées noires, ces abandons de navires sont la part honteuse d'un monde secret, celui du transport maritime. Nous sommes dans la baie du Pirée, le port d'Athènes, la capitale des armateurs. De leur bureau de la rue Aktimiaouli, les propriétaires grecs contrôlent des milliers de navires sur les mers du monde entier. Ils ont créé leur empire maritime après la Seconde Guerre mondiale, guidé par une seule règle, celle du profit à tout prix. Le groupe Tsakos gère l'une des plus grosses flottes européennes, 60 navires. Pour son fondateur, le capitaine Tsakos, toute l'organisation du transport maritime repose sur un principe essentiel, celui de la liberté des océans, car en pleine mer, il n'y a pas de loi. La navigation commerciale, c'est une libre entreprise. Ça l'a toujours été. En tout état de cause, les fondements de cette activité sont la liberté des mers, la liberté du commerce et celle d'une saine et honnête concurrence. La baie du Pirée est une gigantesque réserve à bateaux. On y trouve les pavillons du monde entier. Un marché d'occasion à flot où les coques passent de main en main. Ici, on rafistole les navires pour les rendre présentables. C'est le lieu idéal pour se faire une idée de l'état général de la flotte marchande. Le capitaine Mathios Tsoupakis est un homme de confiance du capitaine Tsakos. Il a travaillé pour lui pendant des années. Pour ce capitaine au long cours, c'est vraiment dans la baie du Pirée qu'a commencé le succès maritime de la flotte grecque. Nous sommes dans l'isthme, entre Kinossoura et Perama. Cette zone est utilisée exclusivement pour la réparation des bateaux ou leur nettoyage avant le début des réparations. Comme vous le voyez, il y a des vieux navires. Certains ont même déjà coulé. C'est plus ou moins un cimetière de bateaux. Il est difficile de dire combien sont là pour des réparations, combien attendent une cargaison et combien n'en auront pas. De cela, nous disons qu'ils sont en réserve. Cela signifie que l'on a renvoyé l'équipage, fermé le bateau et qu'on le laisse pendant 6 mois, 1 an, voire 2 ans, autant que c'est nécessaire. Avant de reprendre le large, les navires au mouillage doivent normalement être remis en état. Et les réparations se font ici, à Perama, un gigantesque chantier naval, une zone franche, détaxée où travaille une mosaïque de petites entreprises frappées par la crise économique. Le chantier Nafsis est le plus important de ces ateliers. Et le patron Nikita Agapitidis ne se fait plus d'illusions sur l'état des navires. L'état général et la sécurité des navires est de pire en pire. Pourquoi ? Parce que l'entretien n'est pas la priorité. Nous le savons bien car nous sommes les premiers concernés par cet aspect des choses. C'est nous qui faisons les réparations. Et nous voyons bien ce que nous avons changé sur un bateau et tout ce qui reste à faire. Par exemple ?
Par exemple, quand un armateur doit changer 300 tonnes d'acier, à la place de les remplacer entièrement, il n'en fait que la moitié. Et l'autre moitié est repoussée à l'année d'après ou aux années suivantes. La majorité des propriétaires de bateaux reportent toutes les réparations. Alors, cela crée, des difficultés pour les chantiers navals. Et quand les chantiers navals souffrent, les bateaux coulent. Car aujourd'hui, le quart de la flotte mondiale ne répond plus aux normes de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'un bateau, même à bout de souffle, peut encore rapporter de l'argent. Exemple, ici, au chantier d'Elefsis, on n'hésite pas à réparer des navires de plus de 50 ans. Car c'est le marché qui dicte la carrière de ces bateaux. Si le prix du transport monte, même les plus mauvais cargos peuvent donc être rentables. Alors le talent des armateurs, c'est de spéculer sur le prix des coques. Ce sont des bateaux qui sont encore en réserve. Le marché est reparti il y a peu, mais hélas, pas pour tous les types de navires, comme les bateaux frigorifiques par exemple. C'est pourquoi vous envoyez un certain nombre à l'ancre dans le Golfe. Nous avons aussi des bateaux de passagers, ces navires blancs. Et là-bas, au fond, vous pouvez apercevoir la cheminée rouge des transporteurs de ciment. Mais la majorité des bateaux en réserve a appareillé, surtout les cargos de vrac. Ils marchent vraiment très bien en ce moment et ils sont tous repartis faire du business. Quand le marché est si favorable, les armateurs ne veulent pas arrêter leurs navires. Ils gagnent beaucoup d'argent et considèrent qu'ils n'en gagneront peut-être pas autant plus tard. Alors ce n'est vraiment pas le temps de penser à immobiliser les bateaux pour des réparations. C'est le temps de se concentrer sur le commerce et de faire de l'argent. Mais quand le marché baissera, est-ce qu'ils auront de l'argent pour payer les chantiers ? Si, ils en auront. Au moins je l'espère, car lorsque le marché s'effondrera à nouveau, que vont-ils faire de tout l'argent qu'ils ont gagné avant ? Ils devront en dépenser une partie pour l'entretien des bateaux. Enfin, espérons qu'ils le feront. Ils doivent le faire. La flotte mondiale se dégrade, le capitaine Sakos ne le nie pas. Mais pour lui, le fautif, c'est la récession économique. Depuis 25 ans, le transport maritime souffre, et encore plus celui des pétroliers. La qualité et la sécurité, ça coûte une fortune, ça revient très cher. Et les gens qui font naviguer leurs produits sur les bateaux devraient donner aux pauvres armateurs quelques centimes de plus du profit pour qu'ils prennent meilleur soin de leurs bateaux. Et ils devraient savoir que s'ils ne veulent pas payer plus que ça, alors ils n'auront pas plus que ça comme qualité. Et peut-on dire que l'histoire du transport maritime est celle du capitalisme ? Oui. Je n'y avais jamais pensé, mais oui, vous pouvez le dire. Retour dans le port de Burgas, où les marins de l'Olgaji organisent leur survie. En Bulgarie, pas de resto du cœur ni de services sociaux. Au bout de leur quai, ils s'accrochent à leur dernière fierté, celle de demeurer des marins. Pour eux, pas question de quitter leur bateau. Avant d'être rachetés il y a 3 ans par un armateur chypriote, ils naviguaient sous pavillon grec, au large de l'Afrique de l'Ouest. Et ironie du sort, à l'époque, ils travaillaient pour le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Ah oui, je me souviens. C'était en 1997 au Sénégal et à Freetown, au Libéria.
On transportait des réfugiés du Libéria jusqu'au Sénégal. C'était le bon temps? C'était le bon temps, cette époque. Le bateau était en ordre, il n'avait pas de problème. Mais maintenant, la situation nous dépasse. Nous sommes dans la classe économique. Nous l'appelons seconde classe. Les sièges sont comme dans les avions. Vous pouvez vous asseoir, basculer et vous relaxer. Et nous avions des gilets de sauvetage pour chaque passager. Regardez comme c'est confortable. Vous pouvez vous détendre sans souci. Nous avions une sono et un docteur diplômé. Le médecin et le steward passaient dans les rangs quand les gens avaient le mal de mer. C'était vraiment super animé. Ouais, c'était très vivant. Et les gens nous appréciaient. Nous étions les premiers au large sur la route de l'Afrique de l'Ouest. Le consul du Ghana est venu ici. Et il nous a dit que si nous voulions rentrer à la maison, il pouvait nous avancer le prix du billet. Mais cela signifiait qu'à peine rentrés, nos proches auraient eu à régler le prix du voyage. Ce qui est impossible. J'ai tout perdu. Et ils veulent que je rentre chez moi les mains vides? Jamais. Je préfère mourir ici que rentrer à la maison. Jamais je ne rentrerai chez moi les mains vides. Nous nous battons pour nos droits, pour notre dignité. Si jamais, par malheur, nous n'arrivons pas à nos fins, eh bien nous aurons établi un précédent pour les autres marins. Et alors, peu nous importera de perdre la vie pour cette lutte. Londres, capitale administrative et financière du monde maritime. Là, depuis un siècle, un syndicat, ITF, la puissante Fédération internationale des transports, se bat pour les équipages. Capitaines, anciens marins, ses représentants sont présents dans plus d'une centaine de pays. Partout, ils dénoncent les abus du transport maritime. Pour ITF, les armateurs sont les seuls vrais patrons des mers. Des patrons qui ont su jouer avec les lois internationales pour mieux les détourner à leur profit. Ça a été une libéralisation, une dérégulation et une globalisation progressive. Le transport maritime est sur la ligne de front de la globalisation. Et à la différence d'autres activités, les bateaux sont facilement transférables d'un pays à l'autre. Si vous voulez déplacer une usine, c'est beaucoup plus compliqué, car vous devez en laisser une autre derrière vous et construire du neuf. Pour un bateau, il suffit de signer une feuille de papier pour passer d'une nationalité à une autre.
Et tout le principe du pavillon d'un navire est qu'il détermine les lois applicables et la nationalité. Et ici, nous parlons de nationalité fictive. Pour échapper aux lois et aux taxes, les armateurs ont donc inventé des parades. Leurs sociétés sont enregistrées dans des paradis fiscaux. Il existe ces tout petits États qui se sont déclarés pavillons de complaisance. Ce sont de petits pays sans aucune expérience maritime et sans aucune infrastructure. Ils essaient de gagner de l'argent et de se faire connaître du reste du monde. Et leur seul moyen d'y parvenir, c'est d'ouvrir un bureau et de se proclamer registre maritime. Ensuite, ils ne prennent aucune taxe, ou à peine, allez, mettons, $1000 par année et par bateau. Vous ne payez pas d'impôts, personne ne sait quels sont vos revenus, et aussi quelle est votre fortune. Et en plus, vous avez votre compte en banque au nom d'une autre société. On appelle ça des sociétés offshore. Offshore signifie qu'elles ne sont pas sur la terre. Elles sont quelque part au large. Liberia, Vanuatu, Panama, la liste est longue. Pour immatriculer leurs navires, les armateurs choisissent des pays sans police, sans justice, sans loi. Avec un pavillon français, vous avez une véritable société avec des actifs et des dirigeants responsables des opérations commerciales du navire sur le territoire français. Ainsi, les autorités françaises peuvent exercer normalement leur pouvoir judiciaire. Mais si vous avez une simple société par navire, une One Ship Company, sans aucun contrôle juridique, sans argent, sans actifs, et dont vous ne savez même pas qui est le propriétaire, comment exercer le moindre contrôle? Pour échapper à toute poursuite, les armateurs ont inventé l'ultime parade, la One Ship Company. Un bateau, une compagnie. Ainsi, chaque navire est une société à part entière enregistrée dans un paradis fiscal et bien sûr sous un nom fictif. Ainsi, en cas de naufrage, il est difficile de retrouver l'armateur, un système d'impunité parfaitement légal. Exemple, en 1996, le Cordillera coule au large de l'Afrique du Sud. Bilan, 29 morts. Protégé par sa One Ship Company, l'armateur n'indemnisera jamais les familles des marins. Mieux, il ne sera jamais poursuivi. Alors, pour dénoncer cette injustice légale, ITF, le syndicat, a enquêté. Son but, retrouver l'armateur, puis prouver ses négligences et engager une action en justice. Une première. Mais pour débuter l'enquête, il a fallu retrouver l'épave et comprendre les causes du naufrage. Nous avons entrepris une large enquête pour savoir comment le bateau était entretenu, et aussi une plongée sur l'épave pour découvrir son état. Dans ce combat, ITF a dépensé des millions de dollars. L'épave du Cordillera gisait par 90 mètres de fond. La plongée a été effectuée quelques mois seulement après le naufrage. Tout le fond est parti. Regardons dans la cale. Voici la cassure. Elle est transversale sur la moitié de la cale numéro 1. Vous pouvez voir la rouille là. La tôle est corrodée. On parvient même à en arracher un morceau avec la main. Il y avait de la corrosion de façon significative qui touchait à la structure même du navire. Nous avons également vérifié la procédure de chargement lors de la dernière escale, avant la catastrophe. Et nous avons découvert que le bateau était surchargé. Pour nous, la cause du naufrage est claire. Il s'agit bien d'une négligence coupable qui engage la responsabilité de l'affréteur et de l'armateur. La responsabilité de l'armateur ne fait plus aucun doute. La balle peut maintenant passer dans le camp des avocats d'ITF. La bataille juridique peut débuter. Nous apprenons assez vite que le navire Cordillera, certes propriété de la société Bernard Shipping, est en fait contrôlé par un armateur du nom d'Ashok Sinha. La société Sinha Shipping, qui est contrôlée par M. Ashok Sinha, est organisée en single ship company, c'est-à-dire que la propriété de chacun de ces navires, à l'époque, M. Sinha était propriétaire de 4 navires, est celle d'une seule et même société, toujours immatriculée dans un pavillon de complaisance, au cas d'espèce le Liberia. Le Cordillera coule. Pour Ashok Sinha, directement, les conséquences ne sont pas dramatiques.
il perd un de ses 4 navires, mais son exposition à l'égard de la cargaison qui était à bord et à l'égard des ayants droit des victimes se limite à la liquidation de la société qui était à l'époque propriétaire du navire. Il en tire même une plus-value grâce à l'assurance. On peut imaginer que, considérant le coût d'investissement initial relatif à l'acquisition de ce navire, il peut retirer une plus-value du fait du règlement en perte totale par les assureurs du Cordillera de ce navire. Pour la perte du Cordillera, Ashoxina va toucher près de 5 millions de dollars de primes d'assurance, le double de la valeur d'achat du bateau. Car c'est l'armateur lui-même qui décide de la valeur de sa coque. 5 millions de dollars et pas un sou pour les familles des marins disparus. Les familles n'ont rien reçu de la part d'Ashoxina, ni d'aucune de ses sociétés. Le seul à avoir aidé les familles pendant tout ce temps, c'est ITF. Des offres ont été faites par Ashoxina par l'intermédiaire de ses avocats, mais limitées aux indemnités contractuelles, et à la condition que les familles renoncent à toute poursuite dans le monde entier. Nous disons que les familles ont droit à ces indemnités, mais que cela ne doit pas les empêcher de porter plainte n'importe où dans le monde pour négligence. Pourquoi l'a-t-on laissé se détériorer à ce point? C'est la faillite d'un système, celle du pavillon panaméen et des sociétés de classification. N'oubliez pas que ces sociétés de classification dont nous parlons sont des organismes reconnus à qui les États délèguent leurs responsabilités de contrôle. Comme pour les voitures, le contrôle technique des bateaux est assuré par des entreprises privées, les sociétés de classification. Elles sont censées garantir le bon état des navires. Le Lloyd's Register est la plus ancienne et la plus réputée. Alan Gavin en est le directeur. Nous avons des responsabilités, mais nous n'avons pas toutes les responsabilités. Il y a beaucoup d'acteurs dans le domaine maritime et les sociétés de classification en font partie. Ce que nous avons, c'est une organisation construite autour d'un calendrier d'inspection sur 5 ans. Sur cette période, la Lloyd's, comme les autres sociétés de classification, vérifie entièrement les bateaux, y compris les machines. Nous le faisons en menant des vérifications annuelles, une mise en cale sèche tous les 2 ans et demi et une visite spéciale très complète tous les 5 ans. Nous dépendons aussi de la bonne volonté du propriétaire à entretenir correctement son navire. Si quelque chose arrive sur le bateau et qu'il ne nous en avertit pas, il nous est impossible de le voir avant le prochain contrôle. Sur la rouille de ses cargos, Ashoxina a gagné beaucoup d'argent. Alors quand il est à Londres, il réside dans l'un des plus grands palaces de la ville, le Claridge's. Est-ce que M. Ashoxina est à l'hôtel? Non. Quand il vient à Londres, il s'installe ici, mais il n'est pas un client permanent. Il a tenté d'échapper à la procédure. Il a défié la cour à Londres, mais il a aussi tenté une contre-attaque en Inde, le pays dont il est ressortissant. Toutes ces manœuvres ont retardé l'affaire de plus d'1 an, et elles ont toutes échoué. Et maintenant qu'il doit faire face à ses responsabilités en Angleterre, il a choisi de tout ignorer. Par une indiscrétion, nous avons pu le joindre sur son portable. Je voudrais vous dire quelque chose à propos du Cordillera, dont le cas est entre les mains des avocats. Des indemnités ont été offertes à tous les membres d'équipage et officiers, mais ils ont refusé, car ITF leur a dit qu'ils pouvaient toucher 5 fois plus. Aujourd'hui, les membres d'équipage n'ont pas été payés, et ils ne seront pas payés. Combien de bateaux avez-vous? Nous n'avons plus qu'un bateau. C'est le Devo, n'est-ce pas? Oui. Et où navigue-t-il aujourd'hui? Vous comprendrez que c'est un peu délicat de vous le dire. Mais vous me confirmez que vous n'avez plus qu'un navire en activité aujourd'hui? Vous savez, je ne souhaite pas vous en dire plus, pour des raisons de procédure juridique. Alors nous avons demandé à ITF si eux avaient des nouvelles du Devo. Si on tape le nom Devo, on trouve 5 dossiers. Nous nous sommes occupés de ce navire à 5 occasions depuis juillet 1995. Le cas le plus récent, c'est quand le Devo était à Mexico.
L'équipage n'avait pas été payé depuis bien longtemps. Actuellement, nous ne savons pas où est le Devo. Nous avons donc décidé de poursuivre cette enquête, de rechercher le dernier cargo d'Ashoxina dans le monde entier. Nous voulons comprendre comment un armateur sans scrupules parvient à travailler. Reinaldo Salustiano de Freitas est le correspondant d'ITF au Brésil. Il nous met sur la trace du Devo. Sa dernière escale connue, Santos, le port de Sao Paulo. Le Devo est venu à Santos chargé du sucre de canne, une cargaison bon marché pour des cargos de second choix, à l'image de ce bateau. Le taux de fret du sucre est très bas. Du coup, tous les bateaux qui viennent ici sont des navires sous normes. Il n'y a que les sociétés outsiders qui acceptent de travailler pour des taux de fret aussi bas. Un bon bateau, c'est un navire avec un bon équipage ou un navire en bon état? Vous voyez, notre travail, c'est d'entretenir le bateau. Nous devons faire de notre mieux pour maintenir le navire en bon état et le tenir prêt pour toute inspection. Bien sûr, il y a beaucoup de travail sur ce type de bateau. Oui, beaucoup de travail, car c'est une vieille dame. Parce qu'il est vieux. Nous essayons de faire de notre mieux tout le temps. J'ai vu que votre équipage travaillait dur sur le pont. Oui, car ils sont russes. Les Russes travaillent dur. Toujours, toujours. Mais si vous regardez, il est très rouillé. Ce n'est pas la peine d'être un expert pour s'en apercevoir, ou d'être un spécialiste. Il n'est vraiment pas en bon état. Le Devo, en réalité, est dans un état bien pire que celui-là. Vous pouvez nous montrer où le Devo était à quai? Oui, bien sûr. Ce n'est pas très loin, il était là-bas, à 200 mètres. Plus loin, sur ces quais, nous retrouvons José Wilton de Santana. Il y a 3 semaines, il a dirigé le chargement du Devo. Je suis docker, je travaille ici depuis 12 ans. Et je constate qu'il arrive ici de plus en plus de navires sous normes. C'est un vrai danger pour les travailleurs aujourd'hui dans le port. Quand j'étais sur le Devo, comme contremaître, j'ai pu voir que les grues n'étaient pas aux normes. Elles n'avaient pas de certificat et elles étaient totalement en infraction. Après 12 jours à quai, le Devo est resté 15 jours au mouillage dans la baie de Santos. Pendant ces 3 semaines, l'équipage est descendu plusieurs fois à terre. À cette occasion, le père Holmes Milani, qui dirige le foyer des marins, les a rencontrés. Il a pu monter à bord du navire. Oui, j'ai visité le bateau. Pour moi, il était en mauvais état. Vous pouvez voir que beaucoup de choses étaient cassées. Bien sûr, je ne suis pas un ingénieur pour savoir comment étaient les machines. Mais on pouvait facilement observer que le bateau était en très mauvais état. Il était sale. Vous pouviez voir des cafards courir dans la cuisine et dans la salle à manger. Vous avez pu parler à l'équipage? Oui, je leur ai parlé. Mais ils ne voulaient rien dire quand ils étaient à bord. En dehors, ils ont raconté que le bateau était dangereux. Et ils se sont plaints également du traitement. Le 3e officier ne les traitait pas comme des êtres humains.
J'ai toutes les informations concernant le Devo, ses caractéristiques et la liste d'équipage. C'est un équipage typique des pavillons de complaisance. Vous voyez, il y a 3 nationalités, indien, russe et birman. Il a été construit en 1979, il est enregistré à Nassau, et la société de classification, c'est le Lloyd's Register. Je traite souvent avec des navires en mauvais état. Ils sont pourtant inspectés par les meilleures sociétés de classification. Le Cordillera, le premier bateau d'Ashoxina, était comme le Devo, classé par le Lloyd's Register. Nous décidons de nous rendre au bureau du Lloyd's, à Santos. Mais là, pas question de nous communiquer quoi que ce soit sur le Devo. Non, je n'ai aucune déclaration à faire. Nous ne sommes pas autorisés à dire quoi que ce soit. Comme dans toutes les sociétés, une filiale doit suivre les ordres de la maison mère. Non, je n'ai aucune déclaration à faire. Vous devez demander à Londres. Alors nous sommes retournés à Londres, interroger le patron du Lloyd's. Vous m'interrogez à propos du Devo. Il a été visité à Santos, comme vous l'avez correctement noté, dans le but de vérifier les moteurs conformément au calendrier. Et en fait, les inspecteurs ont noté d'autres choses. En tout, nous sommes montés à bord 9 fois à Santos. Nous avons noté une série de défaillances dont nous nous sommes occupés. Mais comme le prévoit le règlement, nous ne nous sommes penchés que sur la partie machine et non pas sur le pont. Voilà les informations dont je dispose à cet instant. Mais si vous en avez d'autres, je serais ravi d'y prêter attention. Pour le Lloyd's Register, tout semble en ordre, conforme au règlement. Mais nous voulions en savoir plus. Le Devo a-t-il été inspecté par les affaires maritimes brésiliennes lors de son escale à Santos? Nous sommes donc allés à la capitainerie du port. Ils n'ont pas inspecté le bateau. Vous êtes surpris? Pas vraiment. Vous savez, il n'y a qu'un inspecteur. Un seul inspecteur pour tout le port de Santos. Et bien entendu, il n'a pas le temps de contrôler tous les navires. Il n'y a qu'un inspecteur pour le plus grand port d'Amérique latine? Oui, malheureusement, c'est la réalité. Est-ce qu'ils savent où le bateau est parti? Oui, ils le savent. Le bateau est parti pour la Somalie. Nous n'avons pas retrouvé le Devo en Somalie. Alors nous l'avons recherché dans tous les ports d'Afrique de l'Est, de Cape Town à la Corne de l'Afrique. Finalement, c'est à Massawa, en Érythrée, que nous l'avons retrouvé. Le Devo déchargeait le sucre embarqué au Brésil. Nous avons réussi à monter à bord, à filmer le bateau et à parler avec l'équipage. Le Devo est bien ce tas de rouille qu'on nous avait décrit à Santos. Nous arrivons de Santos. Le voyage a duré 42 jours par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. À l'origine, le sucre était pour la Somalie, mais à cause de la guerre, nous l'avons transféré ici, en Érythrée.
Il n'y a pas de gros problème, mais de l'entretien. Avant, le bateau naviguait entre l'Europe et les États-Unis, où les réparations sont très chères. Alors peut-être que le propriétaire ne trouvait pas assez de cargaison pour entretenir le navire. Maintenant, nous avons du travail et du temps. On essaye de faire de notre mieux. Et le mieux pour l'équipage du Devo, c'est gratter la rouille avec un manche à balai ou un bambou. Tous les armateurs essayent d'économiser. Mais pourquoi ne peignez-vous pas ce bateau? Si, on essaye. Ici, on a peint. Enfin, on a essayé. Mais 1 litre de peinture coûte 100 francs. La compagnie s'en fiche. J'ai supplié pour avoir de la peinture et j'ai dit donnez-moi. Mais tout le monde s'en fout. Et vous avez de l'eau? Oui, on en a, mais de temps en temps. 1 heure ou 2 par jour. Parce qu'il y a une très grosse fuite dans la salle des machines. Et vous avez connu d'autres navires dans le même état? Oui. Oh oui. Le propriétaire sait ce qu'il convient de faire avant que la société de classification lui précise les travaux à effectuer. Ensuite, c'est à lui de décider s'il veut dépenser cet argent ou non pour continuer. En fait, la société a déboursé beaucoup d'argent. À l'origine, les objectifs étaient de vendre le bateau l'année prochaine. Mais ils ont fait des dépenses l'an passé pour le maintenir en l'état. Et ils vont le garder encore 3 ans. L'affréteur se moque bien de l'état réel du bateau. La seule chose qui compte, c'est que la marchandise soit transportée au plus bas prix. L'affréteur, c'est Tetton Line, une société anglaise. C'est la 3e cargaison que nous transportons pour eux, sans interruption, depuis février 2000. Nous sommes allés en Europe, à Zeebrugge, puis au Nigeria, puis au Brésil, encore une fois au Nigeria, et retour au Brésil jusqu'en Érythrée. Maintenant, nous sommes trop loin pour revenir à vide au Brésil. Alors c'est fini pour le sucre? Oui, pour l'instant. Peut-être plus tard, qui sait. En Belgique, ils nous ont donné un avertissement. Ils nous ont dit « Ne revenez plus. Si vous voulez revenir, vous devez tout mettre en conformité avec nos règlements. Sinon, ne revenez pas. » Et qu'est-ce que vous pensez des contrôles dans les ports? Vous pensez que c'est une bonne chose? Ces inspections dans les ports, c'est une très bonne chose. Parce que la première chose qu'ils inspectent est la condition générale du bateau et les équipements de sécurité, comme les radeaux de sauvetage et tout l'équipement de lutte contre l'incendie et les écoutilles. Parce que, je vous le dis, le propriétaire essaye de garder le moins de monde possible, mais le plus de travail et le minimum de salaire. Alors quand les inspecteurs des ports viennent à bord, ils disent « Wow, 24 personnes, cela ne suffit pas, vous devez être plus nombreux. » Et l'armateur doit s'aligner. Il demande aussi à mettre les radeaux de sauvetage sur le pont pour vérifier. Et il note au procès verbal. Et tout cela aide. Ça aide tous les marins. Pas uniquement moi, les gens de cette compagnie, mais tous les marins du monde. En ce qui concerne la sécurité, les marins n'ont pas le droit au chapitre quand leur bateau est classé par le Lloyd's Register. Peut-on faire confiance aux sociétés de classification? En tant que marin, vous n'avez pas le choix. Sinon, à qui faire confiance? Elles sont indépendantes, elles font leur travail, elles ont leurs règlements. Et je n'ai jamais rencontré un contrôleur qui soit très coulant. Alors je pense qu'on peut leur faire confiance, même si elles sont très critiquées quand un bateau fait naufrage. Mais personne n'est parfait. Pour vous, le Devo est-il un tas de rouille? Je ne peux pas dire que c'est un tas de rouille. Rappelez-vous que le terme tas de rouille n'est pas dans le vocabulaire des sociétés de classification.
C'est une expression utilisée par les médias, une expression sensationnaliste. Cela ne correspond à aucun critère objectif. Ça a été inventé pour faire la une des magazines une fois par mois. Et c'est dans ce seul but qu'on désigne un bateau pour le nommer tas de rouille. Il faut bien voir que ce sont des navires d'un certain âge qui développent des points de corrosion très importants et qui sont armés par des armateurs qui souhaitent limiter au maximum les coûts d'intervention de la société de classification sur ce navire. Donc la société de classification est confrontée à un paradoxe selon lequel elle doit d'une part assurer une mission de contrôle sur laquelle repose tout le droit maritime, et d'autre part, arriver à un équilibre financier et éviter de perdre comme clients des armateurs qui, si cette société est trop agressive, choisiront une autre société de classification. Le Devo quitte le quai pour un mouillage dans la baie. Là, il attendra sa prochaine destination. Mais cette attente, c'est ce que redoutent le plus les armateurs car elle coûte cher. Alors quand le cargo ne sera plus rentable, le propriétaire cherchera à le revendre ou à l'envoyer à la casse si le prix de la ferraille grimpe. Sinon, le Devo finira probablement abandonné dans un port ou par faire un trou dans l'eau, comme on dit de la centaine de cargos qui coulent chaque année dans l'indifférence. Je ne pense pas qu'il n'y ait qu'une personne à blâmer. Je crois que c'est la faillite totale d'un système. Depuis des années, tant de gens à des postes à responsabilité dans de nombreuses institutions se désintéressent de ce qui se passe dans le monde maritime. Autoriser le système des pavillons de complaisance, alors qu'il n'y a aucun lien réel entre l'État et le bateau, comme cela est pourtant requis par les Nations Unies, est un exemple. Ce qui se passe en mer est loin des yeux, donc loin des préoccupations. Et à moins qu'il n'y ait une marée noire, tout le monde s'en fiche. Dans bien des cas, des bateaux disparaissent et personne ne s'en soucie. Personne ne plonge ou ne localise l'épave. Ce n'est réellement que de l'indifférence. Loin des yeux, loin des préoccupations, c'est un bon résumé. J'ai perdu ma femme. Elle a divorcé. J'ai perdu ma maison. Et si je rentre les mains vides, je vais devoir recommencer une nouvelle vie. Mais avec qui? Mes enfants sont avec mon frère. Ils ne vont plus à l'école. Et depuis 2 ans, j'ignore même s'ils mangent. La dernière lettre que j'ai reçue de la maison remonte à 2 mois. On m'avertissait que ma fille était exclue de l'école pour des raisons financières. Ma mère n'est qu'une pauvre boulangère. Et mon père est à l'hôpital. Et je ne peux rien faire coincé ici depuis 2 ans. C'est terrible pour moi, mais aussi pour ma famille. Tout ça me dépasse. Je ne sais plus quoi faire. De toute façon, c'est pas la première fois que ça arrive.
Alors un cas de plus ou de moins. Comme d'habitude, l'armateur a disparu. Et bien sûr, la société officiellement propriétaire du bateau est fictive. Seule certitude, les 9 marins de l'équipage ne toucheront jamais un centime de leurs 3 ans d'arriérés de salaire, même s'ils n'étaient payés que 1400 francs par mois. Le quart de la flotte mondiale, soit à peu près 10 000 navires, ne répondent plus aux normes de sécurité. On aura compris qu'aujourd'hui, le monde maritime est ainsi organisé qu'il est souvent plus rentable de risquer un naufrage ou une marée noire que de se payer un bateau neuf. Au nom de la liberté des mers, les armateurs se sont habilement organisés un monde au-dessus des lois, un univers qui n'en reconnaît qu'une, celle du marché. Et au final, ce sont toujours les marins ou l'environnement qui payent le véritable prix de ce système.